on a parlé de projet professionnel et personnel. C'est la première chose que tout étudiant qui étudie dans le monde doit faire. On ne vient pas à l'école juste pour étudier le cours parce qu'un professeur de l'école vous a dit il y a grammaire, il y a anglais, il y a mathématiques à faire. L'étudiant, quand il vient, il doit savoir ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait. Et pourquoi il le fait? Ce n'est pas pour juste avoir un diplôme, c'est pour résoudre des problèmes dans la communauté. C'est pour résoudre des problèmes par rapport à ses problèmes personnels ou bien des problèmes de son pays, de sa communauté. Donc, jusqu'à présent en Afrique, on étudie pour étudier. Aux États-Unis aujourd'hui, en France, par les étudiants, la première chose qu'ils font, c'est le projet professionnel et personnel. Et c'est pourquoi au cours de la piscine, on a dédié la deuxième semaine de la piscine pour ça. Et ce cours-là, cette expérience que vous voulez faire, intègre au moins 4 crédits à valider, 4 unités, 4 crédits d'établissement capitalisé au transfert que vous devez valider. On a parlé d'apprendre à apprendre, comment apprendre aujourd'hui pour résoudre des problèmes. On a parlé de design thinking parce que quand il s'agit de résoudre un problème dans la communauté, il faut savoir comment le résoudre. On a parlé de comment tu étudies pour ton futur. Et ensuite, maintenant, il y a le projet professionnel lui-même que vous devez présenter et valider. Donc, c'est 4 cours différents qui seront validés avec une seule note. Et on vous a mis en groupe. Et l'objectif donc de cela, c'est que vous puissiez vraiment utiliser les compétences complémentaires pour réussir le projet à côté. Et donc, le projet professionnel, ok, là je suis sur le site de Campus français. Ok, Campus France, vous savez bien que si on veut étudier en France, ok, c'est quand même une étape obligatoire. Comment créer son projet professionnel? On dit un projet professionnel va s'élaborer à partir de nos goûts personnels, de nos envies, de nos rêves, de ce qui nous motive, mais aussi des projets avec lesquels on se sent le plus à l'aise et qui nous permettent le mieux d'exprimer notre créativité et notre personnalité. Ça, c'est le site du Campus France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous voulez étudier en France et quand vous allez dans Campus France, on va demander quel est votre projet professionnel et personnel. C'est la première question qu'on vous demande, sinon vous ne trouvez jamais de visa. Donc il dit, prenez le temps de définir vos objectifs de vie. Là, on rentre dans le projet personnel. Vos objectifs de vie. Parce que l'objectif de vie est d'abord le premier. Qui suis-je dans 50 ans, dans 100 ans? Mais mon projet professionnel, je vais travailler peut-être 20 ans, 30 ans. Vous comprenez? Donc, il y a mon projet professionnel, pour le métier que je vais faire, les activités professionnelles que je vais avoir, et mon projet personnel, comment est-ce que je me vois? Quels sont mes objectifs de vie? Et je me pose cette question, notamment, où est-ce que je me vois dans 4 ans? Quel genre de personne aimerais-je être? Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? À quel genre d'endroit j'aimerais vivre? Posez-moi ensuite des questions un peu plus précises. Quels sont les secteurs d'activité qui m'attirent le plus? Quels sont les métiers qui m'inspirent et me font le plus rêver? Quelle réussite est la plus susceptible de me faire dire un jour, j'ai réussi ma vie? Donc, les questions dont nous parlons aujourd'hui, c'est des questions fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être à l'école, venir juste pour le plaisir du professeur ou bien pour le plaisir de cette voilà. On vient là parce que moi j'ai envie d'être quelque chose dans ma vie. J'ai envie de pouvoir résoudre un problème. Et en fait, demandez-vous quel métier pourrait correspondre le mieux à votre personne en répondant à ces questions suivantes. Aimerais davantage travailler dans le bureau ou sur le terrain? Ok? Suis davantage attiré par les chiffres ou par l'aspect créatif? Est-ce que je préfère travailler en équipe ou seul? Est-ce que je suis un leader ou est-ce que je préfère plutôt suivre les consignes des gens? Donc, vous voyez donc que le projet professionnel est essentiel. Alors, quand on dit projet là d'abord, qui veut me dire c'est quoi un projet? Un projet, oui, derrière la papier. Un projet, c'est quoi?
Un projet, c'est ce que l'on décide de faire à un moment donné qui tend à modifier son existence pour autrui. Un projet, c'est ce que l'on décide de faire. À un moment donné, qui tend à modifier son existence personnelle ou qui tend à modifier son existence personnelle ou changer sa vie pour autrui. C'est ça. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que un projet, c'est d'abord une réalité à venir. C'est quelque chose, vous savez, dans les années 1800, les premiers 1100, les premiers projets ont été mis en place. Vous savez que c'est dans la construction des cathédrales. Et il était question en ce moment-là de. Vous savez qu'à l'époque, quand on veut construire les cathédrales, quelqu'un peut commencer aujourd'hui, c'est 100 ans plus tard que le projet finit. Donc il faut pouvoir bâtir la fondation de telle manière que d'autres personnes vont venir finir le toit. Mais ça, quand ça commence, ça finit au bout de 100 ans. Regardez par exemple les pyramides en Égypte. J'ai été voir, mais c'est impressionnant. Mais les pyramides, en fait, parfois, les gens peuvent prendre 50 ans, 60 ans. C'est pas, il y a des gens qui commencent, qui meurent, d'autres continuent. Et c'est pourquoi ils étaient les vrais architectes. Donc un projet, c'est une réalité à venir. C'est quelque chose que je projette de faire. Ça a un début, ça a une fin, ça a un coût. Ça a une organisation que je dois avoir, une planification que je dois avoir de mes activités. Donc le projet personnel, comme on l'a dit, c'est quels sont les objectifs, qu'est-ce que je projette de faire de ma vie. Quelle activité je veux faire dans ma vie pour dire à la fin de ma vie, j'ai réussi ma vie. Ça c'est ma vie. Maintenant le projet professionnel, c'est dans mon projet personnel, quelle activité je veux faire, ok, pour pouvoir justement atteindre mes objectifs de vie et mes objectifs de réalisation en tant que professionnel. Donc c'est quelque chose, c'est une occasion exceptionnelle pour vous en tant qu'étudiant d'avoir dans une école, en fait, à ce qu'on vous donne cette possibilité non plus qu'on vous dise, bon, vous venez, tu veux faire informatique, ok, tu vas faire pour on t'impose, et puis tu ne sais même pas pourquoi. Tu fais cours de mathématiques, tu ne sais pas pourquoi tu fais cours d'anglais, tu ne sais pas pourquoi tu fais cours d'espagnol de route. Mais si par exemple dans tes objectifs personnels, tu as prévu vivre en Espagne, si c'est dans tes objectifs professionnels, tu as prévu par exemple aller aux États-Unis pour devenir, je ne sais pas, un musicien aux États-Unis. Quand tu prends le cours d'anglais, tu sais que ce cours-là répond à mes objectifs personnels. Parce que dans ma vie, j'aimerais après vivre aux États-Unis. Donc j'ai besoin de l'anglais. Donc, si je viens au cours d'anglais, je ne viens pas juste pour avoir une note à la fin, mais je viens au cours d'anglais parce que dans mes objectifs, l'anglais est indispensable. C'est la même chose pour d'autres cours que vous aurez à faire. Et j'expliquais ce matin les différences entre les différentes pédagogies. Une pédagogie, c'est quoi? C'est la manière dont on va construire une classe pour que les étudiants puissent avoir les compétences visibles. Deux formes. Il y a plusieurs formes, mais deux formes aujourd'hui prennent la tendance sur les formations. Il y a la forme magistrale, c'est-à-dire, aujourd'hui je suis devant vous, je suis un professeur, et c'est moi seul qui connais tout. Ok? Et je viens devant les étudiants et j'expose mon cours. J'expose quelque chose. Donc on appelle ça la méthode expositive. J'expose. Et quand j'expose, c'est que je dis des choses et je m'attends à ce que je vous transmette ça. Donc on parle de transmission du savoir. Et au bout de 50 ans, les grands chercheurs se sont rendus compte qu'en réalité, on ne transmet pas le savoir. Parce que transmettre quelque chose, c'est comme si je prends ça et je te remets. Alors que ce n'est pas un produit, ce n'est pas comme un matériel que je te remets à l'état. Au lieu que je te dis quelque chose, entre ce que j'ai dit, ok, et ce que tu as entendu, il y a une différence. Parce que nous disons que scientifiquement, on a démontré que quand je dis quelque chose, imagine par exemple que je dis rouge.
Rouge que j'ai dit, les scientifiques expliquent qu'il y a 3 manières pour que je puisse comprendre le rouge. Premier filtre, c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu? Rouge. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a 3 filtres. Le filtre neurolinguistique, c'est-à-dire j'ai vu. Et il y a des gens qui peuvent voir le rouge, et parce qu'ils ont vu le rouge, ça leur fait penser directement à un sang. Il y a des gens qui vont voir le rouge, et ils vont penser plutôt à une fleur. Parce que ça leur symbolise l'amour. Il y a le rouge, pour certains, vous comprenez, donc j'ai vu quelque chose. Donc quand je filtre ça, maintenant je viens dans mon parcours personnel pour dire le rouge, qu'est-ce que ça me renvoie comme information? Donc, il y a le filtre personnel qui suit, ok, et le filtre sociologique. Le filtre sociologique, c'est que un rouge en Chine ne veut pas dire le même rouge aux États-Unis, le même rouge au Bénin. Donc, à chaque fois que, ok, je présente par exemple un blanc, ou bien le rouge pour un daltonien, quelqu'un qui ne voit pas bien autour, ce n'est pas la même couleur que lui voit. Il a vu quelque chose, mais il n'a pas vu la même chose que d'autres personnes. Et l'histoire que je donne souvent quand je fais ce cours-là, c'est un cours que je fais qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Imaginez qu'on est un éléphant. Ok? Et les gens sont allés, mais on ne leur a pas montré toute la partie de l'éléphant. Ils sont allés seulement toucher une partie. Il y a des gens qui ont touché le pied, des gens qui ont touché la tête, des gens qui ont touché la queue. Les 3 personnes ont touché l'éléphant. Sauf qu'ils ne vont pas détruire l'éléphant de la même manière. Donc, moi, souvent, je fais l'exercice là aux étudiants pour dire, quand on dit quelque chose, vous n'entendez pas la même chose et vous ne retenez pas la même chose. Parce que le fait de retenir quelque chose dépend de nos compétences et de nos aptitudes personnelles. Bref, toutes les études ont démontré que les méthodes expositives, 24 heures après, quand je t'interroge sur quelque chose que je t'ai donné comme pour hier, tu ne retiens que 10% maximum. Au bout de 6 mois, tu as tout oublié. Et je dis souvent aux étudiants, imaginez quand vous êtes allé au baccalauréat. Aujourd'hui, alors que vous avez appris les choses pendant 7 ans pour aller au baccalauréat, je vous refais l'examen du baccalauréat aujourd'hui, vous aurez moins de notes que ce que vous avez eu il y a 3 ans quand vous avez passé votre baccalauréat. Et moi, j'ai pris tous les professeurs, on m'a invité au CAMES il y a 2 ans. Et j'avais plein de professeurs, 300 professeurs dans la salle. J'ai projeté le fameux tableau de Médélier. J'ai dit, bon, vous terrorisez les étudiants par rapport à ça. Qui peut me lire le tableau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons appris des choses parce que nous avons appris 24 heures après, nous oublions tout. Mais pourquoi aujourd'hui on doit apprendre quelque chose qui est disponible et qui est stockable? Pourquoi? Quel intérêt? Parce que vous savez, il y a 50 ans, 100 ans, au moment où le téléphone n'existait pas, au moment où les choses, c'est comme si par exemple, tu as 1000 personnes et tu dois arrêter la date de naissance. Moi, quand mon père a 12 enfants, mais il était capable de dire chacun le jour de naissance de chacun. Vous comprenez? Et il avait des petits-enfants. Mais aujourd'hui, si tu as des petits-enfants, quel intérêt? Tu programmes pour ces dates de naissance sur ton téléphone. Et puis le jour indiqué, ça va te rappeler. Tu libères de l'espace pour quelque chose d'autre. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis 755 fois 832. Avant, on aurait trouvé bon que tu peux calculer pour taper ça. Mais aujourd'hui, personne ne va prendre son temps pour calculer 755 fois 850. Soit, mentalement, c'est idiot. Je prends le calculateur, je calcule ça. Et même si tu es le plus intelligent du monde et que tu as calculé, et que tu me dis ça, je vais vérifier parce que je veux quand même m'assurer que tu as dit raison, tu as bien raison. Donc, il y a cette méthode-là, la méthode expositive. Cette méthode-là, tout le monde a démontré que ça a montré ses limites. C'est-à-dire que quand ce modèle a été mis en place, c'était pour former des militaires. Vous savez, les premières universités qui ont été mises en place, c'était pour former les pasteurs, c'était pour former les militaires. Les premières universités, les premières écoles qui ont été mises en place. Vous savez que
on peut parler de Jésus-Christ, Mahomet, d'autres qui ont eu des disciples, qui ont fait le reste de votre foi, à un moment donné, les gens ont écrit la Bible. Et la question était, on n'a pas suffisamment de papier, comment on fait pour transmettre le savoir à une personne? Mais à l'heure où aujourd'hui, les nouvelles technologies sont démocratisées, où le savoir est disponible, quelle importance ça a de retenir du moins ce savoir? Ok? Et aujourd'hui, tout le monde se tourne plutôt vers les pédagogies actives. C'est-à-dire que plutôt que de privilégier la connaissance, qui ne sert pas si on ne l'utilise pas, la connaissance ne sert que si tu l'utilises. Si tu ne l'utilises pas, à quoi bon retenir quelque chose ou stocker quelque chose que tu ne l'utilises jamais? Donc, les méthodes actives, c'est plutôt que, et là, toutes les études ont dit, quand on me dit quelque chose, je ne retiens que 10% de ce que j'ai entendu de autres. Par contre, si je fais quelque chose, je peux revenir jusqu'à 90%. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre on me dit de faire quelque chose, on me dit quelque chose, est-ce que je fais à moi-même? Donc, les méthodes actives disent, au lieu que le professeur vienne et parler, et à la fin, c'est lui qui est compétent, les étudiants sont incompétents. On va être dans une autre approche où le professeur, au lieu de parler, rend actif les apprenants. C'est-à-dire que c'est eux qui font. La compétence, ce n'est pas le professeur qui doit l'avoir, puisqu'elle ne se transmet pas. Ok? C'est plutôt les étudiants qui doivent faire par eux-mêmes. Et quand ils vont faire, ils vont voir leurs insuffisances et ils vont s'améliorer, ils vont devenir compétents. Donc c'est une pédagogie active qui est aussi dit pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'on te confie des projets. Et c'est les projets que tu vas faire, ok, qui vont faire que tu vas acquérir de la compétence. L'exemple pour finir, c'est quand on te dit par exemple tu vas faire un cours de conduite de voiture, ou bien tu vas laver des plats, ou bien tu vas préparer le taux, ou bien tu vas préparer le amion, ou bien la pâte rouge. Quand on te dit ça, deux méthodes. Première méthode, la maman qui vient, qui te met d'abord pas devant la cuisine, elle te met dans une salle, elle te dit le taux, voilà l'historique du taux, le taux, voilà comment ça marche, le taux, l'odeur, le taux. Elle te dit tout après, elle te dit, maintenant, va faire le tour. Est-ce que tu sauras faire le tour? Tu ne sauras pas faire le tour. Par contre, la maman te dit, voilà la farine, voilà l'eau, voilà l'eau de tout. Voilà comment on fait l'eau. Fais ça, je vais voir. Et toi tu mets l'eau, toi-même tu verses la farine, toi-même tu mets le feu, toi-même tu mets le tout. Et tu fais. Peut-être au départ, les premières actions que tu vas voir, ça ne va pas marcher. Et tu vas dire, j'ai versé plus de farine que d'eau, donc c'est de tout. Ou bien tu ne vas pas verser pour de temps en temps, et je comprends qu'à la fin, c'est toi qui seras fait le tout. C'est toi qui seras fait le tout. Donc, c'est une pédagogie par projet. Et c'est ce que vous avez fait au cours de la piscine. Pendant la piscine, il n'y a pas eu. Vous avez eu des projets automatiquement. Et en une semaine, vous avez développé sur Python, bien sûr le C. Alors que c'est le langage le plus complexe. Les gens font un an de Python, ils ne sont pas compétents comme ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de comprendre les enjeux de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Ce n'est pas un modèle pour vous garder. Dernière chose, c'est, on a dit projet, c'est une réalité à venir. Donc le projet professionnel que vous avez fait, c'est un projet qui doit être un projet sur 2 ans. C'est-à-dire que, regardez les étudiants burkinabés qui ont décidé de faire, comment on appelle, un satellite, lancer un satellite pour le pays. D'abord, le fait même de dire simplement, moi je veux résoudre le problème de tout le Burkina, c'est sanitaire. Parce que quand toi tu vas mourir, pourquoi on dit tout le monde, quand on parle de tout ça là, ou bien tout le monde parle de Arafat, ou bien d'autres personnes, ils ont fait quelque chose pour marquer leur vie. Mais combien d'anonymes, combien de personnes en fait sont mortes, sans qu'on ne se rappelle de 5 ans, 10 ans plus tard. Donc quand tu fais quelque chose pour ton pays, pour ton continent, pour le monde entier, on se rappelle de toi. Einstein, quand tu prends les grandes personnalités du monde. Donc, quand on dit projet professionnel et personnel, le projet personnel doit d'abord
moi je veux faire quelque chose pour impacter ma communauté. Parce que si je le fais, je rentre dans l'histoire du monde, dans l'histoire de mon pays, dans l'histoire de mon continent. Donc ça, c'est fondamental. Donc, ce que tu veux construire là, est-ce que ça a un objectif? Ça résout le problème de faire un satellite. Le président trouvait que c'était bien, l'État a soutenu parce qu'on dit voilà les étudiants. Parce que comment se fait-il que il y a 100 ans, des gens ont déjà fait ça? Alors que nous en Afrique, malgré tous les étudiants, les docteurs qu'on a pu avoir, on n'a pas encore pu réussir à lancer un petit satellite. Donc des jeunes se sont dit, au Burkina, quand ils sont au Ghana, ils vont lancer le satellite. Et ils ont été aidés par l'État. Ils ont été envoyés au Japon. Mais c'est eux qui ont fabriqué le prototype. Hein. Sans que personne ne les ait aidés, ils ont été sur Internet. Ils ont pu faire, étudier les nanotechnologies, ils ont pu faire les premiers prototypes. Donc quand j'ai vu que les étudiants burkinabés ont décidé de faire ça, mais c'est un projet novateur. C'est un projet intéressant. Parce qu'aujourd'hui, lancer un petit satellite, ce n'est pas beaucoup de choses. Et il faut des ingrédients qu'on peut mettre à leur disposition. Après, bien entendu, pour lancer maintenant le satellite, il faut des stations de lancement. C'est là où c'est compliqué. Ok? Et là, il y a le Japon, il y a plein de structures, même dans le cadre de la coopération, qu'on puisse faire ça. Quand ils ont dit qu'ils veulent faire lancer leur satellite, à la fin, et c'est dans tous les cours, puisque je n'ai pas vu pour certains, à la fin de votre projet professionnel personnel, on vous a posé quelques questions. Quelle est la question qu'on vous a posée? À la fin, vers la fin, qu'est-ce qui devrait être dedans? On doit finir par quoi? Exactement, vous avez bien compris. On doit, à la fin du cours, à la fin, parce que tu dis, je vais tel produit, moi je veux lancer un satellite. On dit, ok, comment fonctionne le satellite? Quelle compétence tu as besoin? Quels sont les partenaires que tu dois avoir? Comment on fait ça? Mais une fois que tu as fait tout, tu as vécu tout ça, ce qui importe à la fin, c'est je n'ai pas les moyens de faire un satellite. Mais je peux, pour les moyens, je peux chercher les cadres, je peux chercher des partenaires. Maintenant, moi-même, en tant que technicien, ok, pour que le satellite marche, je dois étudier telle chose. Par exemple, l'astronomie, par exemple. Je dois étudier par la nanotechnologie. Je dois faire de la robotique. Je dois faire de l'électronique. Je dois faire. Et c'est là où tu trouves l'intérêt des cours qu'on te propose. Parce que dans le programme, quand vous regardez bien les paniers, tous les paniers, ce n'est pas les 4 paniers de semence qu'on vous a donné. Quand vous regardez tous les paniers, en bas vous verrez nanotechnologie. Quelle est l'université en Afrique qui peut proposer à ces étudiants de faire des cours de nanotechnologie? Dans 10 ans, vous n'aurez pas encore eu ça. C'est des choses qui sont déjà concrètes. Les capteurs, tout ce qui est électronique. Aujourd'hui, quand on dit toutes les compétitions qui ont été faites ces dernières années dans tous les pays où les étudiants ont gagné ça. Quand je donne l'exemple du Burkina seul, les étudiants ont pris le prix de l'UEMOA, le prix d'innovation de l'UEMOA, qui a réuni l'ensemble des pays de l'UEMOA. C'est les étudiants burkinabés de première année, deuxième année qui ont gagné ça. Il y a un autre étudiant burkinabé qui allait prendre le prix donc au Qatar. Sur le drone, il a fait des drones recyclables. Là, lui, je l'ai fait venir maintenant à Abidjan, il est au camp de Bassam. Il a pris le 3e prix mondial au niveau. Parce que il a appris du moins les systèmes embarqués, ce qui concerne les cartes abdominaux. Parce que quand tu prends les drones, tout ce qui veut dire, c'est les systèmes embarqués. Mais avant, tu vas faire 90 heures d'algo, tu vas faire 60 heures d'électronique. Des gens incompétents. Et je le dis, je suis enseignant pour le dire. Je suis officier des programmes académiques du CAPES. Vous me présentez, quand moi j'ai monté du moins les premiers ordinateurs, j'étais le premier africain pratiquement à le faire. La première usine d'assemblage d'ordinateurs en Afrique de l'Ouest, c'est moi qui l'ai installée. Donc en matière de fabrication, on s'y connaît. Et l'électronique et l'informatique, c'est quand même un domaine qui n'est pas galvaudé. Bref, je dis, mais vous aussi vous pouvez faire. C'est là le but de mon combat. Mais si c'est un combat personnel, moi pour l'âge que j'ai, est-ce que j'ai déjà réalisé, c'est suffisant pour que je continue
de me battre devant les étudiants. Franchement, j'appelle tout à l'heure pour ça à l'aéroport. J'ai un banquier qui vient là. Ok? La société générale qui dit combien tu as besoin de mettre à ta disposition. Figurez-vous que depuis 20 ans que moi je travaille, je n'ai jamais eu un compte bancaire. Ça veut dire quoi? Alors que j'ai une garantie, j'ai un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas vous autres jeunes là qui aurez des financements de n'importe quelle institution. Donc, le problème professionnel, c'est la trajectoire globale. Et chaque cours que tu vas faire, selon les étapes que tu vas parcourir. Voilà. J'aime beaucoup parler, mais je sais qu'il faut parler. Il faut jamais, et quand ils ont cessé de parler, on va vous changer contre votre gré. Parce que c'est l'Afrique qui s'agit. Merci beaucoup.